Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Ducatillon. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes président de l'UIT, l'Union des industries textiles, dirigeant de Lemaitre de Mester signifiant également le maître, dernier spécialiste du lin en France, on va en parler. Mais on va d'abord parler de vous, si vous le voulez bien, Olivier Ducatillon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours, ce que vous aimez faire dans la vie, qu'est-ce qui vous anime? Déjà, je pense qu'une chose qui est importante dans mon développement, c'est que je suis un citoyen du monde, moi, parce que j'ai la chance d'avoir une double culture. Je suis petit-fils d'immigrés italiens et j'ai cette chance d'avoir cette double culture où l'art de vivre prend une place très importante, et être à la moitié français, moitié italien, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et ça m'a sûrement donné le goût pour les langues étrangères et pour la curiosité, la découverte de l'autre. Et je trouve que c'est tellement exceptionnel de découvrir les pays et de pouvoir échanger avec les gens dans leur langue. Et aujourd'hui, j'ai la chance de parler 4 langues et que j'ai expérimenté au fil de mes voyages pendant l'année. Français, italien, anglais et allemand. Anglais et allemand, bravo. Voilà. Alors, vous êtes dirigé vers cette industrie textile. Pour quelles raisons? Est-ce que c'était par passion? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers cette filière? Alors, ce qui m'a donné envie et ce que j'apprécie dans cette industrie textile, c'est une industrie de terroir et une industrie qui est liée à un territoire. Et j'ai travaillé 20 ans dans la dentelle de Calais, et la dentelle, typiquement, un exemple d'un savoir-faire qui est lié à un territoire, puisque la dentelle de Calais, à un moment donné, représentait la dentelle Livers, 95% de la production mondiale était faite entre Calais et Caudry, dans les Hauts-de-France. Malheureusement, les événements et l'histoire ont fait que c'est plus le cas aujourd'hui, mais en tous les cas, c'était une période où j'ai vécu des années exceptionnelles de développement, mais après des années où malheureusement il y a eu un déclin et des débuts de délocalisation, qui a été le cauchemar de l'industrie textile tout au long de ces années. Coûts de main d'œuvre, une des raisons. Par contre, le maître de Mester n'a jamais été délocalisé. Alors, si vous me permettez, c'est quelque chose sur lequel j'insiste à chaque fois que je le peux, c'est que c'est super de mettre en valeur les gens qui reviennent ou les gens qui relocalisent. Parce qu'ils sont partis un moment, ils reviennent, c'est des savoir-faire qu'on réimplante, donc c'est très bien. Mais n'oublions pas ceux qui sont jamais partis, et c'est notre cas. Depuis 1835, le maître de Mester est installé dans ses locaux historiques dans les Hauts-de-France. Les locaux historiques, c'est sympa. Vous avez réussi à rester dans les Hauts-de-France? Mais on a réussi parce qu'on s'est toujours attaché à ce savoir-faire particulier autour du lin. Il faut savoir que dans la rue de la Lys, dans laquelle se trouve le maître de Mester aujourd'hui, il y avait 15 tisseurs dans cette rue. Il y en a plus que 2 aujourd'hui. Et en fait, parce que les gens qui travaillaient le lin faisaient rouillir le lin dans la rivière, et on est à côté d'une rivière, la Lys, et c'est comme ça qu'on est resté implanté. Alors, niveau storytelling, c'est génial. On est dans les locaux historiques, ça veut dire quelque chose, ça prouve notre histoire et notre ancienneté. Au niveau maintenance, c'est pas toujours aussi simple, mais bon. En tout cas, il y a le savoir-faire qui est resté en France. Ça aussi, c'est important. Le made in France. C'est un enjeu, le savoir-faire. On le voit sur votre écharpe, d'ailleurs. Oui, moi, je porte haut et fort les couleurs de la réindustrialisation française. C'est clairement un sujet qui est pour moi un des moteurs dans tout ce que je peux faire aujourd'hui, aussi bien dans mon entreprise que dans le syndicat. Et c'est clair que on est resté là parce que fabriquer en France, c'est d'abord préserver ou créer des emplois, c'est protéger notre modèle social. Et on voit aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, c'est que produire en France, c'est diminuer notre empreinte environnementale, qui est devenue un enjeu majeur pour tout le monde à travers le monde. Le textile, c'est seulement 5% de fabrication en France, vous confirmez? Sur l'habillement et la déco, effectivement. Mais pas sur le reste. Mais pas sur le reste, pas sur le textile technique. Mais c'est 5%, donc il y a que 5% qui est fabriqué, 95% est donc importé. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Et j'aime bien donner ces petits chiffres qui permettent aux consommateurs de se repérer. Chaque Français consomme 8 kilos de textile par an. Donc, 1% de ces 8 kilos, c'est 80 grammes. 80 grammes, c'est une écharpe, un bonnet, un soutien-gorge, une culotte, une paire de chaussettes. C'est 80 grammes. Si chaque Français faisait en sorte de consommer 80 grammes fabriqués en France, c'est 4000 emplois créés pour chaque pourcent consommé. Donc,
c'est un long chemin. Il faut pas partir dans l'intégrisme et de dire que du jour au lendemain tout doit être fabriqué en France. On serait bien incapable de le faire de toute façon. En revanche, c'est une politique de petits pas. Chaque pourcent gagné, c'est 4000 emplois créés. Voilà. C'est pas des chiffres que j'ai inventés avant de venir ici. Même c'est si une un étude. Petit peu plus cher, en tout cas, ça préserve ces emplois et c'est un cercle vertueux finalement. Dans l'habillement, on peut dire oui, effectivement, ça coûte un peu plus cher. Mais dans d'autres secteurs, c'est pas toujours le cas. Alors après, il faut aussi sortir. Je serai pas celui qui va dire c'est fait en Chine, donc c'est pas de bonne qualité. Non, j'ai visité des super usines en Chine, des super usines au Bangladesh. Donc il faut pas juste balayer d'un revers de main. En revanche, les conditions de travail dans lesquelles on travaille, les niveaux de salaire et l'environnement sont des choses qui sont pas acceptables. Et nous, on doit mettre ça en avant. Et les raisons d'y croire à une réindustrialisation, les raisons de croire à ce qu'on peut continuer à ouvrir des usines à fabriquer en France, c'est parce que fabriquer en France, c'est un élément essentiel pour diminuer notre empreinte environnementale. Et c'est une garantie justement de respecter cette transition écologique. Et bien sûr. Ouais. Et c'est aujourd'hui tout le combat. Si vous prenez finalement agriculture, textile, on a le même combat. Ce qu'on ne veut pas, c'est on ne veut pas importer des choses sur lesquelles les gens qui l'auront fabriqué ne seront pas exposés aux mêmes normes que nous. Et nous, on nous impose tellement de choses au niveau environnemental, mais si on importe des choses où les gens peuvent passer sous les radars, là, on a un vrai problème de concurrence déloyale. Donc, je pense que, ayons bien en tête que fabriquer en France, c'est surtout quelque chose de vertueux au niveau environnemental et au niveau sociétal. Une industrie textile qui a aussi opéré sa transition numérique? Alors, qui l'a opéré, c'est clair comme tout le monde. Maintenant, il y a un décalage. Une industrie textile où on a 80% de PME, le reste sont des ETI. J'ai envie de dire, plus on est grand et plus cette transition, elle s'est opérée rapidement. Après, vous avez des PME très agiles et qui ont fait cette transition numérique. Il y a encore du boulot. Et on en parlera aussi peut-être tout à l'heure. L'intelligence artificielle, même combat. Il y a encore beaucoup de boulot. On a des prises de conscience, mais parfois un peu tardives et parfois qui n'arrivent pas à être sur tout le monde. Vous nous direz ce que ça peut apporter, en tout cas, cette fameuse IA à l'industrie textile. Une industrie qui a besoin d'investissement pour moderniser aussi ses process, la robotisation, l'innovation. C'est clair. C'est la clé. C'est la clé. Demain, on sera jamais les moins chers, on sera jamais les meilleurs marchés. Donc, on ne peut être différencié que grâce à de l'innovation et la recherche-développement permanente. Là, je peux vous donner un exemple par rapport à la crise de l'énergie qu'on a vécue. On a rassemblé toutes nos forces vives de l'écosystème textile, nos centres techniques, nos pôles de compétitivité, nos centres de recherche pour travailler sur comment demain on peut teindre, puisque tout ce que vous portez à un moment, ça a de la couleur, donc ça s'appelle l'ennoblissement. C'est très consommateur d'énergie. Donc ça a énormément souffert pendant cette crise énergétique. Comment on peut faire pour envisager un process industriel sans eau, sans énergie, sans chaleur? C'est les choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui, pour vous donner un exemple. Mais après, chaque entreprise individuellement a fait des efforts de recherche, développement et d'innovation. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont toujours des entreprises qui, au départ, avaient un savoir-faire très traditionnels. Ils étaient filateurs, ils étaient tisseurs, et c'est devenu des pépites et des leaders mondiaux dans leur domaine. Je vous parle d'entreprises des soyeux qui sont devenus les leaders dans la défense et dans l'aéronautique, des gens qui étaient des tisseurs très traditionnels qui aujourd'hui sont devenus les leaders dans la corderie, dans les comment dire les membranes au niveau médical. Tout c'est des pépites qu'on voit partout dans le monde aujourd'hui et qui sont des leaders mondiaux, et on en a un paquet. Ouais. D'où ma question, les postes qualifiés dans l'industrie textile, est-ce que vous êtes sous tension ou pas? On est sous tension aujourd'hui, malgré les difficultés plus récentes, là où on sent que la demande et le recrutement dans certains domaines commence à plafonner un peu. On a 6000 postes en demande sur les 2 prochaines années. Voilà. Donc on a des vrais besoins, plutôt des techniciens, effectivement. On est bien fourni en école d'ingénieurs sur le territoire, mais au niveau des techniciens, on a besoin de 6000 postes. Et la transmission du savoir-faire, c'est un enjeu clé pour notre industrie. Pas que pour notre industrie, pour toute l'industrie en général. C'est une question de sauvegarde de la souveraineté aussi. C'est clair, je pense que les gens se sont souvenus que l'industrie textile pouvait être un élément de la souveraineté pendant le Covid, et avec les masques et avec tout le reste. Et bon, pour nous, ça nous a fait beaucoup de bien, parce qu'on avait toujours tendance à considérer que le textile, c'est ce qui va mal, c'est ce qui délocalise et c'est ce qui pollue. Je peux vous dire que le textile français, il pollue pas par rapport à l'énergie qu'on utilise, ça c'est déjà important. Et puis avec des promesses pas forcément tenues de la part des pouvoirs publics.
public. Hein. Malheureusement, on a des gens qui ont investi dans des machines, dans des lignes de production sur les masques, et que les mauvaises habitudes sont revenues très vite, où on a tout de suite, on est reparti au Vietnam, en Chine ou ailleurs, parce que c'était moins cher. Là, on parle de l'État. On en reparlera. On parlera sur la commande publique, l'importance de la commande publique, un enjeu pour notre industrie aussi. Absolument. Question d'un étudiant de Centrale Supélec, présent juste après le jingle. Question d'un étudiant de Centrale Supélec pour vous, Olivier Ducatillon. C'est celle-ci, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions. Quelles actions devons-nous mener pour réussir la réindustrialisation de la France? Alors, vous le savez, puisque vous n'êtes jamais parti du territoire. Tout à fait. On n'est jamais parti et au sein de notre groupe, on a un très bel exemple de réindustrialisation puisque on a remis sur pied une filature de lin. Il n'y avait plus de filature de lin en France depuis plus de 20 ans. Donc là, on est reparti de zéro. On a reconstruit une filature. On a reformé des gens et il a fallu donc retrouver déjà des gens qui étaient capables de transmettre ce savoir-faire et il est temps de le faire rapidement puisqu'il y a des savoir-faire qui peuvent clairement disparaître. Ce qu'il faut, il faut des convictions, des envies au niveau des plus haut niveau des entreprises. Et il faut bien, une fois qu'il y aura cette conscience, encore une fois, la réindustrialisation, c'est la condition sine qua non pour diminuer notre empreinte environnementale. Et ça, c'est quelque chose où aujourd'hui, on peut dire qu'une bonne partie des décideurs ont intégré ça. Ils ont donné l'input dans leur entreprise. Maintenant, il faudrait qu'il y en ait un peu plus. Si l'input vient du marketing, c'est toujours un peu plus dangereux parce qu'on en fait juste un argument de vente, mais c'est pas une vraie conviction profonde. Maintenant, c'est pas facile, j'en ai bien conscience et on le voit bien. C'est plus ceux qui donnent le là, c'est quand même plus les gens du luxe parce que c'est plus facile en termes de prix ou d'approvisionnement et ça fait partie de leur ADN de préserver les savoir-faire et d'essayer de continuer à produire en France. Donc nous, notre job, c'est aussi de convaincre et de dire à tout le monde, essayez. Chaque initiative est bonne à prendre pour la réindustrialisation. Donc faut pas dézinguer à tout va les gens. Les bras. Non mais ça c'est clair. Et puis il faut pas dézinguer à tout va ceux qui font pas tout en France ou il y en a qui veulent progresser. Ça veut pas dire tout produire en France. Non mais il y en a qui partent de très loin. Je peux vous dire qu'il y a des gens même des distributeurs où on se dit mais non ils disent ça c'est pas, mais ils essayent, donc il faut les encourager à faire plus par rapport aux chiffres que je vous ai donnés. N'oubliez pas, chaque achat en France ça crée des emplois et ça il faut y croire et il y a des raisons d'y croire à cause et grâce à cette réduction et cette volonté de réduire l'empreinte environnementale. La question de Verian, cabinet d'études et de conseils dédié aux enjeux publics et aux enjeux d'opinion, c'est juste après le jingle. La question de Verian, Olivier Ducatillon, comment percevez-vous le rôle, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de l'intelligence artificielle dans votre secteur d'activité et quelles en sont les opportunités selon vous? Alors l'intelligence artificielle, déjà si on remet dans le contexte, moi, les premières fois où j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle, les premières conférences il y a quelques années de cela, j'ai été frappé par cet exemple qu'il faut bien garder en tête, c'est quand la machine agricole est arrivée, 75% des ouvriers agricoles ont perdu leur boulot. Là, on s'est dit, mon Dieu, c'est la panique, parce qu'on entend dire, l'intelligence artificielle ça va certes supprimer certains types d'emplois. Je pense que les radiologues, les interprètes ont un peu de soucis à se faire, c'est clair, et ça va créer d'énormes opportunités, en termes de gains de productivité. Si on parle du textile, sur l'industrie textile et sur les process industriels, alors la data étant clé, je rappelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la data et la data. Voilà. Et donc ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à capter cette data, mais une fois qu'on la capte, aujourd'hui, elle est complètement sous-utilisée, particulièrement dans les PME. Mais récupérer cette data par des algorithmes qui permettent d'améliorer la productivité. Un exemple tout bête sur les planifications, en fonction des montages, en fonction des typologies d'articles, que l'IA peut vous simplifier la tâche pour vous dire ce qu'il en est. L'autre élément sur le textile, c'est le contrôle qualité. Sur le même principe qu'on peut faire des tris sélectifs au niveau des gestions des ordures et des déchets. Nous, grâce à des caméras, un algorithme, on peut mettre en place, on est en train d'y réfléchir, c'est pas opérationnel, ça l'est déjà chez certains, de détecter les types de défauts qui sont acceptables. Quand on travaille dans les fibres naturelles, il faut savoir qu'on n'est pas dans une logique de polyester où on est 100% zéro défaut, ça n'existe pas. C'est le charme. Donc c'est ce qui fait le charme, la difficulté aussi, mais en tous les cas là, on peut dire que l'IA
l'IA peut vraiment nous venir en aide pour nous aider à être encore meilleurs, plus précis et plus rapide. Donc c'est vraiment un élément de productivité. Parce que ce sont des tâches qui sont répétitives et je pense que ça pourrait aider. Et après, moi je suis curieux de nature, donc je me suis formé à l'IA parce que je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel à titre personnel. Après aussi dans nos présentations, dans tout ce qu'on peut faire sur les traductions. Je me souviens, je suis parti en Corée il y a 2 ans où j'ai fait grâce à l'IA au-delà d'un discours en coréen phonétique en 3 minutes de temps parce que j'intervenais devant 200 chefs d'entreprise coréens et que j'ai voulu leur dire quelque chose en coréen. Bon, c'est un tout petit exemple pour illustrer ça. C'est votre goût des langues. Hein. Ça, c'est aussi mon goût des langues, c'est vrai. Mais je pense que ça va nous simplifier la vie de manière exceptionnelle. Je fais partie d'une génération où, vous imaginez, j'ai connu la télévision noir et blanc avec 3 chaînes et j'ai connu entre-temps on a eu Internet, le smartphone et là on a l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est une chance exceptionnelle. Et moi j'adore ça, je suis hyper curieux. On n'est pas forcément une génération spontanée, mais faut faire l'effort, faut s'y mettre. Et c'est le message que je veux faire passer aussi à tous les patrons de PME. Combien de fois j'entends c'est pas pour nous. Les patrons de PME c'est pas pour nous. Formez-vous, soyez curieux, essayez parce que finalement c'est facile aujourd'hui, on a des tas d'applications. Après on se projette. Quand on comprend pas, on se projette. Voilà, donc il faut. Mais bon, je pense que là, au niveau français, encore une fois, sur la R&D, on a des pépites, on a des super boîtes. Il y a Mistral qui est un exemple qui peut rivaliser avec les plus grands au niveau mondial. Mais en revanche, c'est sur l'application et là, on a du boulot et on n'a pas mis beaucoup de moyens. Les US ont mis 500 milliards sur la table pour l'intelligence artificielle. Nous, on est loin de ça et là c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on se bouge, quoi. Alors vous allez peut-être en parler, c'est l'heure de la question de l'hémicycle, vous allez vous adresser à nos hommes et à nos femmes qui nous gouvernent, c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, c'est tout de suite pour vous, Olivier Ducatillon. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire au pouvoir public, comme si vous étiez dans l'hémicycle? Vous avez 1 à 2 minutes pour pousser un coup de gueule, poser des questions, c'est vous qui voyez. Ok. Alors, mesdames et messieurs, les parlementaires et nos politiques, on a des enjeux à court terme. Et à court terme, la commande publique peut être une solution. Alors, ne soyons pas plus naïfs que nos amis européens. Soyons plus intelligents, plus adaptables dans nos cahiers des charges, tout en respectant la législation. Il y a moyen de récupérer un volant de commande pour nos entreprises à court terme, parce que en ce moment, nos entreprises ont besoin de court terme. Donc, la commande publique est un axe prioritaire. L'Europe est en train de bouger. J'espère qu'on embrayera le pas et qu'on saura se montrer agile, ce qui n'est pas forcément toujours la qualité première de notre pays. Et le deuxième point, le fabriquer en France. Pour le fabriquer en France, pourquoi pas un crédit d'impôt pour les donneurs d'ordre qui ferait en sorte d'acheter un peu plus de choses fabriquées en France, à étudier, peut-être pas facile, je le conçois, mais en tous les cas, on est prêt à vous aider, à vous accompagner sur la mise en place d'une mesure comme ça. C'est une mesure qui est venue d'un de nos adhérents, qui nous a suggéré cette idée et qui me paraît être tout à fait intéressante quand on voit les difficultés auxquelles on est confronté. Et si on est tous convaincus, comme on le dit, qu'il faut réindustrialiser et qu'il faut favoriser le fabriquer en France, alors il faut se bouger et il faut prendre des mesures, peut-être celle-là. Voilà, la suggestion est là, on verra si vous êtes écoutés. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Olivier Ducatillon, d'avoir participé à Décideurs engagés. Vous êtes un décideur engagé, on le voit bien. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.